Avant tout, je tiens à remercier Victor Sekita pour cette généreuse présentation et pour l'invitation à participer à cette journée sur l'Europe des images. Et au préalable, pour ceux et celles qui étaient ici dans cette salle hier, je dois dire que la première et la dernière image de ma communication ont été en fait au centre de la leçon de clôture de Victor Sekita hier, et c'est une coïncidence tout à fait involontaire, mais aussi un témoignage, j'espère, d'une affinité d'intérêt. Le 25 octobre 1555, durant son discours d'abdication à Bruxelles, l'empereur Charles Quint rappelait comment toute sa vie durant, il avait sillonné l'Europe depuis qu'il avait accédé au titre de roi d'Espagne à l'âge de 17 ans. Je cite : « J'ai fait de fréquents voyages, 9 en Allemagne, 6 en Espagne, 7 en Italie, 10 aux Pays-Bas, 4 en France, tant en paix qu'en guerre, 2 en Angleterre, 2 en Afrique, en tout 40. » 10 ans plus tôt, dans une lettre d'instruction, il avait rappelé à son fils Philippe II de bien considérer, je cite, combien de terres il allait devoir gouverner, dans combien de parties, et combien elles sont distantes les unes des autres, et combien de langues différentes elles ont. C'est pourquoi, lui conseillait-il, si vous voulez les gouverner avec bénéfice, il est obligatoire de comprendre et de se faire comprendre. Et pour cela, il n'y a pas de chose plus nécessaire ni plus générale que la langue latine. Au cours de ces 40 années de règne, Charles Quint avait façonné l'Europe à l'image de son pouvoir. Comme le thématise la carte anthropomorphe Europa Regina, qui a été longuement commentée hier par Victor Sekita, cette carte dont la tête couronnée est la péninsule ibérique, le cœur est l'Allemagne et le bras gouvernant tenant l'orbe terrestre est l'Italie et l'île de la Sicile. Conçue par Johannes Putsch, poète de cour de Ferdinand Ier, le frère de Charles Quint, et par Claudio Maria Arezzo, noble sicilien historiographe de Charles Quint, un dessin de cette carte fut offert à l'empereur au retour de sa campagne victorieuse de Tunis en 1535. Elle fut éditée en 1537 et connut après cette date un grand succès éditorial de multiples variantes tout au long du XVIe siècle. L'empereur avait aussi progressivement façonné sa propre image pour l'Europe, cherchant un latin figuratif qui fût compréhensible à l'ensemble des populations géographiquement et culturellement hétérogènes que rassemblaient ces couronnes. Dans les premières 15 années de son règne, les portraits de Charles Quint montrent, à vrai dire, des visages sensiblement variables, certes du fait de sa croissance, de son changement d'apparence. Il se laisse pousser la barbe quand il se marie en 1526, puis se coupe les cheveux en 1529, à la veille de son premier voyage en Italie. Mais ces multiples visages changent aussi en fonction du talent des artistes et surtout de leur appartenance culturelle. On reconnaît assurément qu'il s'agit bien du même personnage grâce au signe distinctif de sa forte lippe, cette forme grave de prognatisme qu'il avait hérité des Habsbourg et qui l'empêchait de fermer la bouche. Or, ce trait physionomique est représenté de façon fort différente par les artistes en fonction de leurs références culturelles, les Flamands et les Allemands étant d'habitude plus minutieusement et peut-être impitoyablement descriptifs, les Italiens ou les artistes épris d'Italie comme Dürer tendant généralement à réduire ou régulariser la malformation. Un tournant crucial fut déterminé par l'année 1530, date du couronnement impérial de Charles Quint par le pape Clément VII à Bologne. C'est à ce moment que Charles Quint embrasse l'héritage politique et culturel de l'ancien empire de Rome comme modèle et qu'il déplace le barycentre de la géographie de son pouvoir depuis les pays germaniques vers le bassin méditerranéen. C'est aussi à l'occasion de ce premier voyage en Italie qu'il renonce à sa coiffure au carré bourguignonne pour une coupe de cheveux courts, disons à l'antica, comme le thématise ce merveilleux aume réalisé par l'armurier milanais Filippo Negroli pour Charles Quint. En tout cas, la référence de la nouvelle coiffure de Charles Quint au modèle antique était immédiatement perçue comme telle par les observateurs italiens à l'arrivée de l'empereur dans la péninsule, qui commentèrent qu'il avait la barbe blonde et les cheveux couleur de l'or, coupés à mi-oreille, selon l'usage des empereurs romains.
Après quelques années d'expérimentation à la recherche d'un portraitiste capable d'interpréter cette nouvelle image impériale, Charles Quint arrête son choix en 1533 sur Titien par un décret retentissant où, sur l'exemple d'Alexandre le Grand, il le nomme son nouvel appel, à savoir son unique portraitiste attitré, lui conférant en outre des titres de noblesse. La multitude de différents visages se restreint d'un coup à un seul et unique visage, celui donné par Titien, qui s'imposera dès lors, par répétition et diffusion, comme la véritable image de Charles Quint. Et ici, c'est le plus ancien portrait de Charles Quint par Titien qui est encore conservé et qui a été peint à Bologne en 1533. Avec Titien, Charles Quint avait trouvé un peintre capable d'élaborer un latin visuel, à savoir un répertoire figuratif compréhensible dans les différents territoires de son empire, en se fondant sur le dénominateur commun de l'héritage classique revitalisé par les recherches artistiques italiennes. Et Titien n'était pas seulement italien, il était aussi vénitien, et avec lui, Charles Quint avait en outre trouvé un peintre en mesure de dissimuler son gênant menton prognate, sans en nier pour autant l'existence, en l'enveloppant dans le flou de la facture imprécise et hautement évocatrice de son coloris. Titien parvint ainsi à donner à l'image de Charles Quint la majesté qui convenait à son rang et à son autorité souveraine, ici un portrait plus tardif, peint à Augsbourg en 1548. Titien parvint aussi à lui insuffler la majesté héroïque, comme l'écrit Ludovico Dolce, notamment dans les portraits en armure, où la brillance de l'acier poli évoque à la fois les armes divines des anciens héros, tels Achille ou Énée, dont la fureur martiale est toutefois purifiée par la lumière des armes de vertu que revêt le chevalier chrétien, suivant l'enseignement de saint Paul, pour combattre les ténèbres. Ces armures éclatantes thématisent ainsi la mission de défense de la foi que Charles Quint avait embrassée au moment de son couronnement impérial à Bologne et qui était aussi un combat pour l'unité politique du monde chrétien. Le long processus de travail sur l'image de Charles Quint, entrepris par Titien pendant presque 20 ans, aboutit à un terme en 1548, au lendemain de la victoire contre les princes protestants de la Ligue de Smalkalde à Mühlberg, que célèbre ce portrait équestre. Et on peut dire qu'à ce moment-là est établi le visage définitif de l'empereur, le visage qui sera son visage pour la postérité. Alors certes, je ne prétends pas ici que Charles Quint, après 1533, n'ait été représenté que par Titien. Mais tous les artistes qui furent amenés à faire son portrait se conformèrent au modèle de Titien, même ceux qui connaissaient l'empereur de leurs propres yeux, comme par exemple le peintre Jan Cornelis Vermeyen, qui avait accompagné Charles Quint pendant l'expédition de Tunis et qui fera ensuite les cartons pour la tenture qui célèbre cette campagne militaire, que vous voyez à droite. Et c'est aussi le cas de Leone Leoni, qui devient le sculpteur attitré de Charles Quint et qui transpose en relief le modèle des portraits de Titien et aussi en dévoile le profil dans ses médailles, de même que Enea Vico révèle le dessin des portraits de Titien en les transposant dans le médium de l'estampe, comme dans cette monumentale estampe offerte à Charles Quint en 1550, qui est une pièce extrêmement importante parce que si aujourd'hui elle est surtout connue et commentée pour son extraordinaire cadre allégorique, en fait elle connut surtout une très grande fortune et une très grande diffusion grâce à la représentation du visage qui est explicitement tiré donc, du modèle d'un portrait de Titien et qui en fait s'impose véritablement comme le modèle de représentation du véritable visage de Charles Quint à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle et tout au long du siècle suivant, on en trouve une quantité de copies et de dérivations illustrant systématiquement les séries de portraits de souverains et d'hommes illustres ou encore les chroniques historiques éditées dans différents pays d'Europe, et je vous en montre ici qu'un petit échantillon. Malheureusement, les portraits en armure fondateurs de l'image de Charles Quint, celui à l'épée levée, peint par Titien à Bologne en 1530, et celui au bâton de commandement, peint à Augsbourg en 1548, et qui servit de modèle à l'estampe d'Enea Vico,
sont tous deux perdus. Ils ont péri durant les incendies calamiteux qui ont touché les collections de la cour d'Espagne, au Palais du Pardo en 1604, puis à l'Alcazar de Madrid en 1734. Heureusement, toutefois, nous avons la chance d'en conserver des copies par Rubens, des copies qui sont très estimables, non seulement parce que Rubens était un portraitiste tout aussi talentueux que Titien, mais aussi parce qu'il était passionné par la peinture du maître vénitien, qu'il étudia de très près pour en assimiler la quintessence, pour en comprendre le secret du processus de création. Rubens ne se limitait pas à reproduire l'œuvre à l'identique, il la recréait de l'intérieur tout en l'augmentant, comme s'il voulait en intensifier l'expression des intentions artistiques. Il employait ici un procédé semblable à celui qu'il utilisait quand il retouchait directement les tableaux ou les dessins des maîtres anciens qu'il avait dans sa collection pour les étudier et les parachever. L'attribution du portrait au bâton de commandement ici à droite est à vrai dire l'objet de débats pour savoir s'il s'agit d'un original de Rubens ou d'une œuvre de son école. Mais quoi qu'il en soit, Rubens allait par la suite condenser ces deux portraits de façon très intéressante en une seule estampe, tirée par son graveur Lucas Forstermann vers 1618-1620 et portant l'adresse ex Tiziani prototypo Peter Paul Rubens excudit. Ici, le patron du portrait de jeunesse à l'épée levée, celui de 1530, est réactualisé dans cette planche par l'insertion de la tête du portrait de 1548 qui s'était imposée comme la véritable image de l'empereur pour la postérité. On peut s'interroger sur l'engouement de Rubens pour les portraits de Charles Quint par Titien, qu'il étudia et copia dans les collections Gonzague à Mantoue dès 1600, puis dans les collections royales d'Espagne lors de ses deux voyages à Madrid en 1603 et plus tard en 1628-29, où il copia également la tête du portrait équestre de Mühlberg et le double portrait de Charles Quint et de sa femme Isabelle de Portugal, désormais perdu. À la mort de Rubens en 1640, la collection inventoriée dans sa demeure anversoise témoignait de cette longue fidélité vouée au Charles Quint de Titien par au moins 4 tableaux, dont un original du Vénitien et 3 copies du flamand. Sans doute que cet intérêt était lié au fait que ses principaux mécènes et protecteurs étaient des descendants de l'empereur, à savoir les archiducs Albert et Isabelle d'Autriche à Bruxelles et leur neveu Philippe IV à Madrid. Dans ce contexte, Rubens fut en effet amené à recréer l'image de Charles Quint pour glorifier sa dynastie, comme par exemple dans les décors éphémère de la Pompa Introitus Ferdinandi, célébrant les triomphes militaires à Nördlingen de son valeureux descendant, le cardinal infant Ferdinand, nouveau gouverneur des Pays-Bas. En outre, la relation privilégiée entretenue par Charles Quint avec Titien était devenue le paradigme de la noblesse de l'art et de l'anoblissement par l'art. Et Rubens entendait sans doute s'inscrire dans la lignée de Titien et être reconnu comme le nouvel appel, ce qui fut d'ailleurs officialisé au terme de son second séjour en Espagne, lorsque le roi Philippe IV lui octroya le titre de chevalier. Enfin, pour ce diplomate féru de politique qu'était Rubens, pour ce peintre éminemment européen, qui, à l'instar de l'empereur, sillonna le continent et en parlait différentes langues, il y avait peut-être des raisons plus personnelles sur lesquelles je reviendrai plus tard. Au préalable, je voudrais me concentrer sur 3 portraits par Rubens qui ne sont pas à proprement parler des portraits de Charles Quint, mais qui, de différentes manières, nous disent combien les portraits impériaux de Titien enterrent et animèrent la peinture du maître flamand et en alimentèrent les schèmes héroïques. Le premier est le capitaine armé par 2 pages, provenant de la collection Spencer et aujourd'hui dans une collection particulière à New York. Un tableau saisissant du fait de son effet totalement titianesque, ce que j'appellerais un Titien augmenté, et à propos duquel Justus Müller-Hofstede, en 1967, dans son fondamental essai sur Rubens et les portraits de Charles Quint par Titien, proposait de reconnaître un portrait idéalisé de l'empereur. C'est un tableau très intéressant parce qu'il est tiré d'une œuvre perdue de Titien, qui n'était pas un portrait, et que Rubens n'a d'ailleurs jamais pu voir de ses yeux, puisqu'il s'agissait de la grande bataille de Spolète qui se trouvait dans la Sala del Maggior Consiglio
du Palais des Doges à Venise et qui a donc péri dans le terrible incendie de 1577. Rubens connaissait toutefois bien cette bataille, puisqu'il en avait un dessin, qu'il avait d'ailleurs retouché comme à son habitude. Et de ce dessin, pourtant, manque le motif du capitaine armé par un page qui devait se trouver au tout premier plan à droite. En fait, on n'en voit que le bras tenant le bâton de commandement, donc peut-être que la feuille a été rognée sur la droite. En tout cas, ce motif se voit dans toutes les autres copies conservées de la composition. En haut à gauche, une peinture attribuée à Leonardo Corona, qui se trouvait peut-être dans les collections de Bartolomeo della Nave, où Rubens aurait pu l'avoir à Venise. Ensuite, en haut à droite, la gravure un peu modifiée de Giulio Campi en 1569, un dessin attribué à Martino Rota. Ici, donc, on voit à chaque fois le capitaine, et on le voit aussi dans le dessin préparatoire de Titien, même s'il est dans une position différente. De cette composition, Rubens tira vers 1615 deux tableaux. Sa bataille des Amazones, dont le combat se développe autour d'un pont périlleux, et dont il intensifia la fureur guerrière par des réminiscences de la bataille d'Angari de Léonard. Et ensuite, le capitaine au page, qui l'isole, adapte au format du portrait, tourne vers le spectateur et accompagne d'un deuxième page. Ces deux tableaux se trouvent sur les murs de la galerie du riche marchand d'épices anversois Cornelis van der Geest, peint par Willem van Echt en 1628. Un tableau, comme c'est bien connu, présente aussi la figure de Rubens, qui est en train de commenter une Vierge à l'enfant de Quentin Messis à l'attention des archiducs, ses mécènes. On voit la bataille des Amazones ici derrière, et ici tout en haut à droite, le capitaine armé par deux pages. Et la position du tableau dans le dispositif de la galerie est d'ailleurs fort intéressante parce qu'il se situe à proximité d'un célèbre tableau perdu, La femme au bain de Jan van Eyck, qui était connu pour la présence de ce miroir qui dévoilait la partie cachée de la dignité de la belle. Or, il y a un détail important dans le tableau de Rubens qui en fait aussi également une œuvre à reflet, puisque sur le haume présenté par le deuxième page, on voit se réfléchir, avec des distorsions propres à la surface convexe du haume, le visage du capitaine. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'en réalité, le détail du reflet, même si ce n'était pas exactement ce même détail, était déjà présent dans l'œuvre de Titien, mais c'est un détail qui n'est absolument pas visible sur les copies conservées, et il est difficile de dire comment Rubens en était parvenu à connaissance. Peut-être avait-il lu, comme nous, Venezia città nobilissima, le guide de Francesco Sansovino, publié en 1581, qui décrit à propos de ce tableau de Titien, je cite, « Dans le plastron de sa cuirasse, dont la cuirasse du capitaine, resplendissaient avec une incroyable maîtrise les éclats, les clartés et les réverbérations des armes et des étoffes dont était vêtu le garçon. » Voici les détails de la gravure de Giulio Campi et de la copie peinte peut-être par Corona, où l'on voit donc que le corps du page se réfléchissait sur le corps du capitaine, ce qui avait aussi une valeur métaphorique d'exemple, vu que le statut d'écuyer était le premier échelon pour devenir chevalier. Donc le page se miroite sa propre image dans le corps héroïque du chevalier, dans la perspective de conformer son propre comportement pour devenir un jour lui-même chevalier. On voit ici dans une miniature du début du XVe siècle cette pratique qui implique une grande proximité physique de vêtir le corps du chevalier des différentes pièces de son armure et d'en lasser les sangles.
De la même façon que Titien, dans sa série perdue des Césars pour le palais ducal de Mantoue, dont je vous montre ici à droite copie de l'un des éléments, le portrait d'Othon par Bernardino Campi. Donc, de même que Titien, dans cette série, avait recréé de toutes pièces des portraits modernes des empereurs de l'Antiquité à partir des sources écrites et figuratives, Rubens recréa de toutes pièces un portrait type de Titien dont il intensifia le jeu de réverbération. Outre l'éclat intense de la réfraction de la lumière directe et le miroitement coloré des objets proches sur la cuirasse dont l'acier se teinte du rouge du juste au corps, de l'incarnat du visage et de la blondeur des cheveux du page, penché au plus près de l'armure pour enlacer les sangles, l'image réduite et légèrement déformée du visage martial du capitaine s'inscrit sur la partie frontale du haume, c'est-à-dire là où les ornements des armures privilégiaient des têtes de lion ou de monstres redoutables. Le masque de guerre intensifie ainsi l'expression léonine du capitaine, révèle le feu martial qui brûle en lui et le rend, je cite, plus féroce et plus terrible à l'ennemi, comme l'écrivait Guillaume du Choul dans son discours sur la discipline militaire des anciens Romains en 1555. Peut-on à ce point affirmer qu'il s'agit d'un portrait idéalisé de Charles Quint, comme le faisait Müller-Hofstede ? L'hypothèse a été contestée du fait de l'absence de tout signe clair d'identification, non seulement dans la physionomie, mais aussi dans le costume, qui est dépourvu de toison d'or et présente une armure qui n'appartenait pas à l'empereur. Je dirais toutefois que l'hypothèse demeure dans une certaine mesure valable, dans le sens que les portraits de Charles Quint en armure sont à la base de toute la réflexion de Titien sur la représentation en armure dans les années 1530-1540, et qu'en outre, le type d'homme brun, aux cheveux courts, à mi-oreille, barbu, au nez aquilin et au regard intense, c'est-à-dire le type d'Avalos, comme on l'appelle, à partir d'une certaine ressemblance au portrait du général impérial Alfonso d'Avalos, est une sorte de degré zéro de la physionomie héroïque du chevalier chrétien incarné par Charles Quint. Et il est d'ailleurs tout à fait fascinant de voir que Rubens l'utilise dans les dessins préparatoires de ses portraits héroïques, comme le portrait équestre du duc de Lerma, à gauche, donc le portrait, à droite le dessin, où vous voyez qu'il utilise ce type héroïque avant même de définir les traits individuels du visage du duc de Lerma. Et il y a aussi le processus inverse quand Rubens étudie le grand Ecce Homo de Titien, et en particulier les figures du chevalier chrétien et du turc, il fait rejaillir du visage type de Titien les traits de Charles Quint. Mon deuxième exemple de reconstruction du portrait titianesque par Rubens est le portrait équestre de Philippe II, réalisé au cours de son second voyage en Espagne, en 1628-29, lorsqu'il fut reçu à la cour de Philippe IV avec tous les honneurs en tant qu'envoyé diplomatique de sa tante Isabelle Claire-Eugénie. C'est au cours de ce séjour qu'il eut l'occasion d'étudier de plus près les œuvres de Titien, dont les collections royales étaient fort riches, car il disposait d'un accès privilégié au palais, et l'on sait qu'il se rendit à l'Escurial en compagnie de son jeune collègue Velázquez pour voir les tableaux du maître vénitien. Les récents examens scientifiques ont montré comment il s'attacha à restituer avec précision jusqu'aux vibrants coups de pinceau que le maître vénitien laissait visibles à même la toile, un processus qui est flagrant dans sa copie du portrait en armure de Philippe II. Alors, le portrait par Titien est à droite et la copie par Rubens, qui se trouve à Chatsworth, est à gauche. Et alors, les détails, donc toujours Titien à droite et Rubens à gauche, où on voit qu'il reproduit jusqu'au vibrant coup de pinceau du maître vénitien. En particulier, l'éclat de lumière direct ici n'est plus rendu par un large aplat lisse de céruse, comme précédemment dans le Capitaine armé par 2 pages ou dans le portrait de Charles Quint à l'épée levée. Rubens ici tente de reconstituer par glacis superposé cette tache de blanc très pure que Titien applique en relief sur la surface picturale au moyen de coups de pinceau disjoints, comme si elle surgissait du corps armé du prince pour frapper et aveugler de son intensité le regard du spectateur. Ce qui est particulièrement fascinant aussi, c'est que Rubens n'eut pas uniquement accès aux originaux de Titien,
mais aussi aux armures représentées dans ces portraits, qui étaient conservées dans la Real Armeria. Il put ainsi vérifier sur le vif les effets de réverbération sur l'acier au regard de l'interprétation picturale qu'en avait donnée Titien. C'est le cas de la garniture de Philippe II, dite de la Borde de Flores, qu'il porte dans ce portrait par Titien, et que Rubens réemploie pour créer son portrait équestre à la Titien. Et ici, il est intéressant de remarquer qu'en fait, l'armure présente certaines erreurs dans l'agencement des pièces supplémentaires qui avaient été ajoutées pour compléter l'armure du cavalier. Et ces erreurs dénotent une perte de compréhension de la structure fonctionnelle de ces accessoires, désormais inusités. Il faut rappeler ici que du fait des progrès de l'artillerie, les armures n'étaient plus utilisées sous cette forme sur les champs de bataille, même si elles restaient d'actualité dans les chaînes héroïques de la peinture baroque. Et parmi les éléments incongrus, on peut citer en particulier le cas de la braguette d'acier dont Rubens affuble Philippe II, alors que c'était un accessoire que l'on trouve aussi ici, mais qui était porté en armure de pied et jamais dans la version utilisée à cheval. Par ailleurs, sous la figure équestre de Philippe II se dissimule l'image de son père Charles Quint. Le maître flamand avait en effet tiré sa composition d'un détail de la tenture de Tunis, tissée d'après les cartons de Jan Cornelis Vermeyen, qui figure l'empereur marchant sur Rada à la tête de ses troupes. Rubens isola le motif, substitua au visage et à l'armure du père la physionomie et la panoplie du fils, ajouta un paysage de bataille et une victoire dans le ciel afin de recréer un portrait à la Titien, un portrait que Titien aurait pu peindre mais ne peignit jamais parce que son portrait équestre de Charles Quint, premier portrait équestre à l'échelle naturelle sur support amovible de la peinture européenne, demeura longtemps un unicum jusqu'à ce que Rubens ne s'empare du motif et contribue de façon déterminante au remarquable succès de cette formule triomphale. Il faut dire aussi que Rubens peignait en ces mêmes années le portrait équestre et allégorique du roi régnant Philippe IV, destiné à être le pendant du portrait équestre de Charles Quint de Titien dans le grand salon, la Pieza Nueva de l'Alcazar de Madrid. Et sans doute que Rubens fut pris un instant de vertige en peignant sur le vif la physionomie du roi prognate et qu'il chercha en ses traits le visage de son arrière-grand-père Charles Quint. Ce n'est plus visible aujourd'hui, malheureusement, dans le portrait équestre, qui est perdu, et ce que vous voyez ici à droite est une copie dont le visage suit non pas le modèle de Rubens, mais un modèle de Velázquez. Mais c'est encore perceptible dans les portraits de Philippe IV en habit de cour que Rubens peignait en ces années. Voici ressurgir sous son pinceau le large front, le nez aquilin à l'arête sinueuse, le menton prognate à la lippe généreuse qui entr'ouvre légèrement la bouche dans un mouvement de parole naissante. Si Rubens, en 1628-29, redonna vie à Charles Quint dans les portraits de son fils Philippe II et de son arrière-petit-fils Philippe IV, il ressuscita également Titien par sa propre peinture et s'imposa comme Nuevo Tiziano, nouveau Titien, d'après le titre que lui décerna le poète de cour Lope de Vega. Mon dernier exemple de recréation de portrait titianesque, sur lequel je serai succincte, aussi parce que David Friedberg lui a consacré de belles pages, est un portrait étranger à la dynastie des Habsbourg, celui de Thomas Howard, comte d'Arundel, que Rubens réalisa à Londres en 1629, peu après avoir quitté Madrid. Il s'agit sans doute du témoignage le plus saisissant de la profonde intelligence qu'avait Rubens de la grandeur de Charles Quint, véhiculée par le pinceau de Titien. Dans ce tableau, la figure plutôt chétive du comte, je vous montre en comparaison un portrait réalisé quelques années plus tôt par Daniel Mittens, qui montre ce grand collectionneur dans sa galerie. Donc, la figure plutôt chétive du comte est transfigurée par l'emphase de la position du corps, le geste puissant de prise du bâton de commandement, l'armure flamboyante où les coups de pinceau désunis rendent l'éclat de la lumière et le miroitement des tentures rouges. Le visage, en outre, animé d'une tension léonine, laisse poindre dans le large front, le nez aquilin, le menton volontaire et la bouche entr'ouverte, le masque héroïque de Charles Quint. Le schème de majesté héroïque que le pinceau de Rubens avait distillé des portraits en armure de Titien
intégrait désormais jusqu'à la physionomie de l'empereur qui se prêtait à être appliquée à toute ressemblance individuelle pour en grandir l'image. Pour conclure, je reviendrai à ma question concernant l'engouement de Rubens pour les portraits de Charles Quint. Après toutes ces images martiales, il est difficile de ne pas penser à la réflexion magistrale de l'artiste sur les conséquences de la guerre, un tableau qui était aussi au centre de la leçon de Victor Sekita hier. Ce grand tableau que Rubens envoya en 1638 à Justus Sustermans à Florence, accompagné d'une lettre mémorable. Mars, au centre, que Vénus tente en vain de retenir au cri d'une Europe éplorée, est véritablement la contre-image du chevalier chrétien. Son visage courroucé est noir d'ombres mauvaises. Son armure sombre est privée d'éclat et ne réverbère que la chair de Vénus et le rouge du manteau, présage de sang, sang qui coule d'ailleurs déjà de l'épée dégainée. Face à cette image terrible, reviennent à l'esprit les mots d'Érasme, qui, dans son Enchiridion Miles Christi, écrit en 1503, précise à propos des armes de lumière du chevalier chrétien, je cite, « Ce n'est point de ces sortes d'armes qu'Achille ou Énée étaient couverts. L'un se laissait vaincre par la colère, et l'autre se livrait honteusement à l'amour. Ces armes ne sont point l'ouvrage des mortels, elles sont forgées dans le feu divin de la charité. » Mais l'on pense aussi aux mots de Rubens, qui 3 ans plus tôt, dans sa lettre à son ami Peresque, écrivait « Io sono uomo di pace » « Je suis un homme de paix », regrettant que les rois et les princes de son époque ne partagent pas son état d'âme. Alors, dans les portraits de Charles Quint particien, l'homme de paix qu'était Rubens, rendu amer par les années de la guerre de 30 ans, voyait peut-être, au-delà du modèle d'excellence picturale et du succès social, l'image grandiose du dernier empereur universel qui avait combattu toute sa vie durant pour l'unité religieuse et politique de l'Europe entière, de l'artiste européen qui déplorait dans la guerre la désunion du continent, et de l'empereur qui cherchait dans le latin et dans la peinture de Titien des dénominateurs communs en mesure de contribuer à l'union de ces territoires européens, l'Europe d'aujourd'hui, cette Europe malmenée, où l'on parle à la légère de se diviser, apparemment sans mémoire aucune du passé sanglant, devrait reparcourir la tâche, car au-delà de l'emprise des marchés économiques, c'est bien comme projet politique et culturel que l'Europe fait sens. Je vous remercie.